Dans une cabine de première classe baignée de lumière tamisée, un silence feutré enveloppe les passagers jusqu'à ce qu'un claquement retentissant brise l'harmonie. Une hôtesse de l'air, Karen, gifle violemment une femme noire élégante, Nia, l'accusant de s'être glissée dans un siège de première classe qui, selon elle, ne lui appartient pas. Ce que Karen ignore, c'est que le mari de Nia, Marcus, un milliardaire charismatique et redoutable, est assis 2 rangées derrière, observant chaque geste, chaque mot, son calme apparent dissimulant une colère prête à exploser. Si cette histoire d'injustice vous révolte, aimez cette vidéo et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer que vous ne resterez pas silencieux face à l'oppression. La cabine de première classe est un cocon de luxe, sièges en cuir moelleux, lumière douce et un murmure discret de conversation. Nia, une femme d'une élégance discrète, entre dans l'avion, son foulard en soie beige flottant légèrement alors qu'elle ajuste son sac à main griffé dans le compartiment supérieur. Sa peau sombre brille sous les éclairages tamisés, et sa robe fluide, bien que sobre, dégage une sophistication naturelle. Elle s'installe près du hublot, son regard se perdant dans le ciel d'un bleu éclatant. Quelques passagers la dévisagent brièvement, mais elle n'y prête pas attention. Nia n'est pas là pour attirer les regards. Elle veut simplement profiter de son vol en paix. Elle met son téléphone en mode avion, le glisse dans son sac et s'adosse confortablement, un léger sourire aux lèvres. Mais ce moment de sérénité est de courte durée. Karen, une hôtesse expérimentée aux lèvres pincées et au regard acéré, arpente l'allée, vérifiant les billets avec une politesse mécanique. Lorsqu'elle aperçoit Nia, son expression change. Ses pas ralentissent, ses yeux se plissent, et un sourire froid remplace son masque professionnel. Elle s'arrête devant Nia, la toisant de haut en bas, comme si elle cherchait une faute à lui reprocher. « Excusez-moi, madame, êtes-vous certaine d'être à la bonne place ?» demande-t-elle, sa voix tranchante, teintée d'une condescendance à peine voilée. Nia, surprise mais polie, hoche la tête et sort son billet de son sac. « Voici mon billet », dit-elle calmement, le tendant à Karen. Celle-ci y jette à peine un coup d'œil avant de froncer les sourcils. « C'est un billet de première classe », rétorque-t-elle, comme si elle expliquait une évidence à une enfant. Cette section est réservée aux passagers de première classe uniquement. Nia, toujours posée, répond « Je sais, c'est ma place ». Mais Karen ne l'entend pas de cette oreille. Ses yeux se rétrécissent et elle garde le billet en main, refusant de le rendre immédiatement. « Vous voyagez seul ?» demande-t-elle assez fort pour que les passagers voisins tournent la tête. Nia hoche la tête, un peu confuse. « Oui ?» Karen pousse un soupir exaspéré, comme si la présence de Nia l'offensait personnellement. « Je vais devoir vous demander de retirer votre sac du compartiment et de me suivre à l'arrière », déclare-t-elle, son ton autoritaire. Il y a peut-être eu une erreur dans le système. Nia cligne des yeux, abasourdie. « Mais c'est ma place attribuée », insiste-t-elle, toujours calme. Karen l'interrompt, sa voix montant d'un cran. « Madame, je ne vais pas me répéter. » Les regards des autres passagers se tournent vers elle. Certains font semblant de lire leur magazine, mais leurs yeux trahissent leur curiosité. Un homme, Brad, un passager arrogant vêtu d'un costume trop ajusté, ricane doucement depuis son siège, murmurant à son voisin « Elle croit qu'elle peut s'asseoir ici ?» Son commentaire, chargé de mépris, flotte dans l'air, amplifiant l'humiliation. Nia, sentant la pression, se lève sans un mot, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle récupère son sac. Elle ne veut pas faire d'esclandre, mais chaque regard posé sur elle brûle comme une insulte. Alors qu'elle s'avance dans l'allée, Karen marmonne, juste assez fort pour que Nia l'entende. Voilà ce qui arrive quand certains essaient de jouer au-dessus de leurs conditions. Ces mots, acides et venimeux, frappent Nia comme une seconde gifle. Elle s'arrête une fraction de seconde, son cœur se serrant, mais elle garde la tête haute, refusant de donner à Karen la satisfaction de l'avoir craqué. C'est alors qu'une voix s'élève, calme, claire et d'une autorité naturelle, depuis les sièges derrière. « C'est ainsi que vous parlez à vos passagers ?» Karen se fige, ses épaules se raidissant. Elle se retourne lentement et découvre Marcus, assis 2 rangées plus loin, jusque-là silencieux.
Il est impeccablement vêtu d'un blazer sombre, son téléphone posé sur ses genoux, son regard perçant fixé sur elle. Pas une once de colère dans sa voix, mais chaque mot pèse comme une sentence. Nia, entendant cette voix familière, sent son cœur s'accélérer. Elle ne savait pas que Marcus était sur ce vol. Il était censé partir plus tard. Mais il est là, et sa présence change tout. Karen, déstabilisée, tente de reprendre contenance. « Monsieur, y a-t-il un problème ?» demande-t-elle, sa voix moins assurée. Marcus la fixe, imperturbable. « J'ai posé une question, » dit-il, sa voix toujours mesurée. « Parlez-vous ainsi à tous les passagers, ou seulement à ceux qui lui ressemblent ?» La question, précise comme une lame, fait taire la cabine. Brad, qui ricanait encore quelques instants plus tôt, baisse les yeux, mal à l'aise. Une femme près du hublot range son téléphone, feignant l'indifférence, mais l'atmosphère est électrique. Karen, acculée, tente de se justifier. « Monsieur, il n'y a aucun problème. Il y a peut-être eu une confusion avec les sièges. Je suivais la procédure. » Mais Marcus ne la laisse pas s'en tirer si facilement. « Elle vous a montré son billet, dit-il. Et pourtant, vous lui avez demandé de partir. Pourquoi ?» Karen ouvre la bouche, puis la referme, cherchant ses mots. Elle n'est pas habituée à être défiée, surtout pas en public. « Je pensais qu'il y avait une erreur, » balbutie-t-elle. « Asseyez-vous à l'arrière pour le moment, nous réglerons cela en vol, » ajoute-t-elle à l'attention de Nia, espérant clore l'incident. Mais Nia, toujours debout, son sac à la main, ne bouge pas. Elle regarde Marcus, incertaine. Il lui fait un léger signe de tête. « Assieds-toi, » dit-il, sa voix douce mais ferme, comme une décision irrévocable. Nia hésite une seconde, puis retourne à son siège, posant son sac sous le siège devant elle. Elle ne regarde pas Karen, elle n'en a pas besoin. Karen, visiblement secouée, marmonne. « Je vais informer le capitaine », avant de s'éloigner précipitamment, ses épaules crispées. Mais l'incident ne s'arrête pas là. Alors que Nia tente de reprendre ses esprits, Karen, dans un geste d'une cruauté gratuite, revient dans l'allée, attrape le sac de Nia, qu'elle avait soigneusement rangé, et le jette au milieu de l'allée. Ça encombre le compartiment, lance-t-elle, un rictus aux lèvres. Le sac, un modèle de créateur, s'ouvre légèrement en tombant, laissant entrevoir un carnet et un stylo coûteux. Des murmures s'élèvent dans la cabine. Brad éclate de rire, son commentaire résonnant. Elle devrait voyager en soute avec ça. Cette nouvelle humiliation, si publique, si mesquine, fait bouillir le sang. Nia, les joues brûlantes, ramasse son sac en silence, ses doigts serrant les anses comme pour contenir sa rage. Comment peut-on traiter quelqu'un ainsi, sans raison, sinon par pure malveillance? Lila, une jeune hôtesse plus discrète, observe la scène depuis l'arrière de la cabine, son cœur battant à tout rompre. Elle sait que Karen a tort, elle voit l'injustice, mais la peur de contredire sa supérieure la paralyse. Elle baisse les yeux, honteuse, alors que Karen retourne vers la cuisine, un sourire satisfait aux lèvres. Mais ce sourire ne durera pas. Marcus, toujours assis, tapote son téléphone, envoyant un message rapide à son équipe juridique. Ses doigts bougent avec précision, son visage impassible, mais ses yeux trahissent une détermination froide. Il ne laissera pas cette insulte passer. Pas aujourd'hui. Pas contre Nia. Dans la cuisine, Karen, tremblante, tente de se ressaisir. Elle attrape un verre d'eau, ses mains mal assurées. Lila, hésitante, s'approche. « Tu vas bien ?» demande-t-elle doucement. Karen hoche la tête, mais son regard est fuyant. « Tout va bien. Juste une erreur de siège. Cette femme en 2A n'a rien à faire là. Probablement une fraude au check-in. » Lila fronce les sourcils. « Elle avait un billet de première classe. Je l'ai vu. » Karen se raidit, son ton devenant cassant. « Les billets, ça s'achète. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur. » Lila n'insiste pas, mais un malaise grandit en elle. Elle sait que quelque chose ne va pas, et l'attitude de Karen ne fait qu'amplifier son inconfort. De retour dans la cabine, Nia reste immobile, ses mains croisées sur ses genoux, son regard fixé sur le hublot. Mais à l'intérieur, elle bout. L'humiliation, les rires, le sac jeté comme un déchet. Tout cela s'accumule, pesant sur sa poitrine. Elle n'avait rien fait de mal. Rien. Sinon exister dans un espace où Karen avait décidé qu'elle n'avait pas sa place. Et pourtant, elle reste digne, refusant de s'effondrer. Marcus, 2 rangées derrière, n'a pas bougé, mais sa présence est une encre pour elle. Elle ne savait pas qu'il était là, et maintenant, elle sent qu'il ne laissera pas cette injustice sans réponse. Il lui avait toujours dit « Laisse-les se dévoiler. Ensuite, je m'en occupe. »
et elle sait qu'il tiendra parole. Mais l'indignation ne s'arrête pas là. Brad, enhardi par l'impunité de Karen, se penche vers un autre passager, un homme d'affaires en costume gris, et murmure, assez fort pour être entendu. « Franchement, il devrait me vérifier mieux qui monte en première classe. Ça devient n'importe quoi. » L'homme d'affaires, mal à l'aise, esquisse un sourire crispé, mais ne répond pas. Nia, entendant ces mots, sent une nouvelle vague de colère l'envahir. Ce n'est pas seulement Karen, c'est Brad. C'est le silence des autres passagers, qui regardent sans rien dire. C'est tout un système qui permet à des gens comme eux de l'humilier sans crainte. Et ça, c'est insupportable. Karen, de retour dans l'allée, continue ses tâches comme si de rien n'était, offrant des boissons avec un sourire forcé. Mais son assurance vacille. Elle évite de croiser le regard de Nia ou de Marcus, sentant le poids de leur présence. Chaque pas qu'elle fait semble calculé, comme si elle craignait que le sol ne s'effondre sous elle. Et elle a raison de craindre. Car dans l'ombre, Marcus a déjà mis les rouages en mouvement. Un message à son avocat, un autre à un contact au conseil d'administration de la compagnie aérienne. Il ne crie pas, il n'agite pas les poings, il agit. Et quand Marcus agit, les conséquences sont inévitables. Lila, toujours dans la cuisine, ne peut s'empêcher de repenser à la scène. Elle revoit le sac de Nia jeté au sol, les rires de Brad, l'arrogance de Karen. Elle sait qu'elle aurait dû parler, intervenir, faire quelque chose, mais elle n'a rien fait, et cette culpabilité la ronge. Elle jette un coup d'œil vers la cabine où Nia est assise, droite, digne, malgré tout. Et elle se promet que si une autre occasion se présente, elle ne restera pas silencieuse. Pas encore. Les moteurs de l'avion commencent à vrombir doucement, signalant que le décollage est imminent. Les passagers attachent leurs ceintures, ajustent leurs sièges, mais dans la cabine de première classe, l'atmosphère est lourde, tendue. Nia, toujours près du hublot, sent son cœur battre plus fort. Elle n'est pas en colère au sens explosif du terme. Sa colère est profonde, silencieuse, comme une tempête qui se prépare. Elle a passé sa vie à naviguer dans des espaces où on la regardait de travers, où on remettait en question sa place. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, elle n'est pas seule. Marcus est là, et il a vu, il a entendu, et il ne pardonnera pas. Karen, de son côté, commence à sentir que quelque chose cloche. Le regard de Marcus, si calme, si perçant, la hante. Elle a déjà affronté des passagers mécontents, mais celui-ci est différent. Il n'a pas haussé le ton, n'a pas fait de scandale, et pourtant elle sent qu'il est dangereux, pas physiquement, mais pour tout ce qu'elle représente. Elle se dirige vers le cockpit, déterminée à signaler un problème avec une passagère, mais elle omet de mentionner ses propres actions. Elle omet le sac jeté, les insultes, l'humiliation. Elle pense pouvoir contrôler l'histoire. Elle se trompe. Dans son siège, Marcus pose son téléphone face cachée sur la tablette. Ses mâchoires sont serrées, mais son visage reste impassible. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il n'a pas besoin de menacer pour être craint. Il est Marcus Carter, un homme qui a bâti un empire, qui sait comment faire plier les systèmes. Et aujourd'hui, ce système, celui qui a permis à Karen de gifler sa femme, de la rabaisser, de la traiter comme une intruse, va apprendre ce qu'il en coûte de se tromper de cible. Nia, quant à elle, ajuste son foulard, un geste presque inconscient. Elle ne pleure pas, elle ne tremble pas, mais à l'intérieur, elle brûle. Elle pense à toutes les fois où elle a dû avaler des insultes, sourire face au mépris, prouver qu'elle méritait sa place. Et maintenant, on lui jette son sac au sol? On la traite comme une moins que rien devant tout le monde? Non, plus jamais. Elle sent la présence de Marcus derrière elle, et cela lui donne une force qu'elle n'avait pas demandée, mais dont elle a besoin. Cette fois, l'histoire ne s'arrêtera pas à une excuse bancale ou à un silence complice. Cette fois, il y aura des comptes à rendre. Et tandis que l'avion s'élève dans les airs, la cabine reste figée dans une tension palpable. Brad, qui riait si fort, se tait maintenant, sentant que l'ambiance a changé. Les autres passagers, ceux qui n'ont rien dit, commencent à ressentir un malaise. Ils ont vu l'injustice. Ils ont vu une femme être giflée, humiliée, rabaissée sans raison. Et ils n'ont rien fait. Ce silence, cette complicité passive commence à peser sur leur conscience. Mais pour Nia et Marcus, ce n'est que le début. Le vol vient de décoller, mais l'atterrissage promet d'être explosif. Car lorsque Marcus Carter décide de rétablir la justice, il ne s'arrête pas à mi-chemin.
Et Karen, avec son arrogance, son mépris et son sac jeté au sol, vient de déclencher une tempête qu'elle ne pourra pas arrêter. La cabine de première classe, désormais suspendue à 30 000 pieds, vibre d'une tension insoutenable, comme une corde de violon prête à se rompre. Les murmures des passagers, les cliquetis des verres, tout semble amplifié dans cet espace clos où l'injustice infligée à Nia continue de planer, tel un spectre. Karen, l'hôtesse arrogante, a giflé Nia, jeté son sac au sol et l'a humiliée devant tous, sans savoir que Marcus, le mari milliardaire de Nia, observe tout depuis 2 rangées derrière, ses yeux sombres brûlant d'une colère contenue, mais inextinguible. Alors que l'avion file à travers les nuages, le silence des autres passagers, complices par leur inaction, devient aussi oppressant que les actes de Karen. Chaque regard détourné, chaque mot non prononcé, alimente une indignation qui monte, prête à exploser. Cette injustice ne peut pas rester sans réponse, et dans l'ombre, Marcus tisse déjà les fils d'une revanche froide et calculée. Nia, assise près du hublot, fixe le ciel d'un bleu infini, mais ses pensées sont loin d'être paisibles. Ses mains posées sur ses genoux sont crispées, ses ongles s'enfonçant légèrement dans sa peau. Elle revoit la gifle, le sac jeté comme un vulgaire déchet, les rires de Brad, ce passager odieux qui a osé la rabaisser encore davantage. Elle entend encore la voix de Karen, tranchante, méprisante. Voilà ce qui arrive quand certains essaient de jouer au-dessus de leurs conditions. Et c'est si maman a abîme. Ces mots tournent en boucle dans son esprit, chacun d'eux comme un coup de poignard. Nia n'est pas une inconnue dans les cercles d'élite. Philanthropiste reconnue, elle a levé des millions pour des causes sociales, s'est battue pour les marginalisés, a surmonté des obstacles que Karen ne pourrait jamais imaginer. Et pourtant, ici, dans cette cabine, elle a été réduite à une intruse, une femme qui devait prouver son droit d'exister dans un siège qu'elle a payé. La colère qui bouillonne en elle n'est pas bruyante, mais elle est profonde, lourde, comme un feu qui couve sous la cendre, prête à tout consumer. Dans la rangée 4C, Marcus reste immobile, son téléphone posé sur la tablette devant lui. Ses doigts tapotent légèrement, envoyant des messages brefs mais précis à son équipe juridique et à un contact haut placé dans la compagnie aérienne. Son visage est un masque de calme, mais ses mâchoires serrées trahissent une rage contenue. Il n'a pas besoin de hausser la voix pour être entendu. Marcus Carter, PDG d'un empire technologique, est un homme qui fait plier les systèmes par la seule force de sa volonté. Il a vu sa femme, la femme qu'il aime plus que tout, être giflée, insultée, humiliée. Et il a vu les autres, ces passagers soi-disant civilisés, rester silencieux, leur regard fuyant, leur conscience endormie. Ce silence, cette complicité, est presque aussi révoltant que les actes de Karen. Mais Marcus sait que la justice ne vient pas des cris. Elle vient des actions, des preuves, des conséquences. Et il s'assure que chaque pièce du puzzle est en place avant que l'avion ne touche le sol. Dans la cabine, l'atmosphère est étouffante. Les passagers, qui feuilletaient distraitement leurs magazines ou sirotaient leurs boissons, ne peuvent plus ignorer la tension. Certains chuchotent, leur voix à peine audible. « Vous avez vu ce qu'elle a fait ?» murmure une femme en tailleur à son compagnon. « C'était déplacé, non ?» Son compagnon hoche la tête, mais ne répond pas, ses yeux fixés sur son écran. Personne n'ose parler trop fort, de peur de s'impliquer, de peur de devenir une cible. Cette lâcheté collective rend l'air encore plus lourd. Nia, toujours droite, sans ses regards furtifs, ses murmures qui ne mènent à rien. Elle sait qu'ils ont vu. Ils ont tous vu. Et pourtant, aucun d'eux n'a levé la voix. Aucun n'a protesté. Cette indifférence, ce refus d'agir, est une seconde trahison, presque aussi douloureuse que l'attaque de Karen. Brad, le passager arrogant qui avait ri et alimenté le mépris de Karen, ne rit plus. Il est assis dans la rangée 3B, son costume froissé, son sourire effacé. Mais son silence ne le rachète pas. Au contraire, il s'enhardit dans l'intimité de sa conversation avec un autre passager, un homme d'affaires grisonnant nommé Paul. « Franchement, » murmure Brad, assez fort pour que Nia l'entende. « Il devrait mettre des barrières plus strictes pour la première classe. On ne peut pas laisser n'importe qui s'installer ici. » Paul, mal à l'aise, esquisse un rire nerveux, mais ne le contredit pas. Ces mots, lâchés avec une nonchalance cruelle, frappent Nia comme une nouvelle insulte. Elle serre les poings, son souffle devenant plus court. Comment ose-t-il? Comment peut-il parler d'elle ainsi? Comme si elle était une imposture, une erreur à corriger.
La rage monte, brûlante, insupportable. Elle veut se lever, lui répondre, lui dire qu'elle a plus de valeur dans un seul de ses actes que lui dans toute sa vie. Mais elle reste immobile, sa dignité comme un bouclier. Elle ne leur donnera pas la satisfaction de la voir craquer. Lila, la jeune hôtesse, est dans la cuisine, les mains tremblantes, alors qu'elle prépare des plateaux de boissons. Elle ne peut chasser de son esprit l'image du sac de Nia jeté au sol, les rires de Brad, l'arrogance de Karen. Elle sait que c'était mal, profondément mal. Elle aurait dû intervenir, dire quelque chose, n'importe quoi. Mais Karen, avec ses années d'ancienneté et son autorité intimidante, l'a réduite au silence. Lila revoit le regard de Nia, calme mais blessé, et une vague de honte l'envahit. Elle s'approche timidement de Nia, un verre d'eau à la main, espérant lui offrir un geste, même minuscule, de réconfort. « Madame, je suis désolée pour tout à l'heure, » murmure-t-elle, sa voix à peine audible. Mais avant que Nia puisse répondre, Karen surgit, son regard glacial fixé sur Lila. « Qu'est-ce que tu fais » siffle-t-elle. « Tu prends le parti des fauteurs de troubles maintenant ? Retourne à ton poste. » Lila, rouge de honte, baisse la tête et s'éloigne, son cœur battant à tout rompre. Cette injustice, cette intimidation ajoute une nouvelle couche à l'indignation. Comment Karen peut-elle non seulement humilier une passagère, mais aussi museler ceux qui veulent faire ce qui est juste? Mais Karen ne s'arrête pas là. Enhardie par l'absence de conséquences immédiates, elle décide de pousser l'humiliation encore plus loin. Elle attrape le micro de l'intercom, son sourire narquois à peine dissimulé, et fait une annonce à toute la cabine. « Mesdames et messieurs, » commence-t-elle, sa voix mielleuse mais chargée de sous-entendus. « Nous vous rappelons que la première classe est réservée à ceux qui ont les moyens de s'y installer. Certains pensent qu'ils peuvent jouer les grands, mais nous veillons à ce que tout soit en ordre. » Le message, bien que déguisé, est clair. Elle parle de Nia. Brad éclate de rire, son gloussement résonnant dans la cabine comme une insulte supplémentaire. Les autres passagers se crispent, certains baissant les yeux, d'autres échangeant des regards gênés. Nia, entendant ces mots, sent une colère incandescente l'envahir. Elle n'est pas seulement une cible, elle est un spectacle, une leçon que Karen veut donner au monde. Cette annonce si publique, si méprisante, est une gifle verbale, une tentative de la réduire à rien devant tous. Les larmes lui montent aux yeux, mais elle les repousse, refusant de laisser Karen gagner. Marcus, toujours silencieux, lève les yeux de son téléphone. Il a entendu l'annonce et ses doigts s'immobilisent. Son regard, froid comme l'acier, se pose sur la silhouette de Karen qui retourne à ses tâches comme si elle venait de marquer un point. Il tape un nouveau message, cette fois à un cadre supérieur de la compagnie. Obtenez l'enregistrement de l'intercom, maintenant. Sa colère, bien que contenue, est palpable. Il ne s'agit plus seulement de la gifle ou du sac jeté. Karen a transformé cette cabine en une scène de théâtre où Nia est la victime désignée et lui, Marcus, ne permettra pas que cela continue. Il appuie sur le bouton d'appel au-dessus de son siège, un geste simple mais chargé de menaces. Lila, voyant le voyant s'allumer, s'approche, son visage pâle. « Oui, monsieur ?» demande-t-elle, nerveuse. « Je veux parler au superviseur de vol », dit Marcus, sa voix basse mais inflexible. « Tout de suite. » Lila hoche la tête et disparaît derrière le rideau, son cœur battant à l'idée de ce qui va suivre. Dans la cuisine, Karen est occupée à ranger des verres, mais son assurance commence à s'effriter. Elle sent que quelque chose ne va pas. Le regard de Marcus, l'intervention de Lila, l'atmosphère tendue de la cabine, tout cela commence à peser sur elle. Quand Lila revient et lui transmet la demande de Marcus, Karen blêmit. « Le superviseur ?» répète-t-elle, son ton oscillant entre l'incrédulité et la peur. « C'est moi, le superviseur. » Lila hésite, puis ajoute « Il a insisté pour vous parler. » Karen serre les dents, ajustant son tablier comme pour se donner du courage. Elle sait que cet homme, Marcus, n'est pas un passager ordinaire. Il y a quelque chose dans sa posture, dans sa voix, qui la terrifie. Mais elle refuse de le montrer. « Très bien, » dit-elle, sa voix tremblante malgré elle. « J'arrive. » Pendant ce temps, une nouvelle voix s'élève dans la cabine, douce mais ferme. Madame Clara, une passagère âgée assise au fond de la première classe, se penche vers Nia.
Ses cheveux gris sont noués en un chignon élégant et ses yeux, marqués par des années d'expérience, sont pleins de compassion. « Ma chère, dit-elle, sa voix tremblante mais claire, ce qu'elle vous a fait, ce n'était pas juste. J'ai vu ça toute ma vie. On m'a dit de descendre d'un bus, de quitter un restaurant, juste parce que ma peau était comme la vôtre. » Nia, surprise, tourne la tête vers elle. Les mots de Madame Clara, simples mais lourds de vérité, perçant la carapace de sa colère. « Vous n'êtes pas seule, ajoute Madame Clara, posant une main ridée sur celle de Nia. Et vous n'avez pas à baisser la tête. » Ces mots, empreints de solidarité, redonnent à Nia une force qu'elle sentait s'étioler. Mais ils ravivent aussi sa rage. Combien de femmes comme Madame Clara, comme elle, ont dû endurer cela? Combien de fois ce silence, cette injustice, a-t-il été toléré? Karen, de retour dans l'allée, s'approche du siège de Marcus, ses pas lourds, son sourire forcé. « Monsieur, vous avez demandé à me voir ?» dit-elle, tentant de reprendre son autorité. Marcus la regarde, son expression impassible. « Oui, répond-il simplement. Je veux que vous expliquiez pourquoi vous avez fait une annonce visant ma femme. » Karen cligne des yeux, prise au dépourvu. « Ce n'était pas dirigé contre elle, Hubby, balbutie-t-elle. C'était une annonce générale. » Marcus incline légèrement la tête, son regard perçant. « Vraiment ?» dit-il, sa voix si basse qu'elle en devient menaçante. « Parce que tout le monde ici a compris à qui vous parliez. » La cabine se tait, chaque passager suspendu à leurs mots. Brad, qui écoutait, baisse les yeux, son arrogance envolée. Karen, acculée, tente de se défendre. « Je faisais mon travail, insiste-t-elle, mais sa voix tremble. » Marcus ne répond pas immédiatement. Il laisse le silence s'installer, un silence qui pèse plus lourd que n'importe quelle accusation. Layla, restée en retrait, observe la scène, son cœur battant à tout rompre. Elle sait que Karen ment, elle sait que l'annonce était une attaque délibérée, et elle sait que si elle ne parle pas maintenant, elle ne se le pardonnera jamais. Elle s'avance, hésitante, et murmure à Karen. « Je peux prendre la suite ici, si vous voulez. » Karen la fusille du regard, mais Layla ne recule pas. Pour la première fois, elle sent qu'elle doit agir, même si cela signifie défier sa supérieure. Ce petit geste, si timide soit-il, est une fissure dans le mur de l'injustice, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Mais l'indignation atteint son paroxysme lorsque le capitaine, informé de l'incident, appelle Karen au cockpit. Elle s'y rend, espérant trouver un allié, mais la conversation est loin d'être ce qu'elle attendait. « Vous avez vérifié le billet ?» demande le capitaine, son ton sec. Karen hoche la tête, mais admet qu'elle l'a fait après avoir demandé à Nia de partir. « Et l'annonce ?» poursuit-il, son regard dur. Karen bafouille, prétendant qu'il s'agissait d'une clarification. Le capitaine fronce les sourcils. « Vous avez ciblé une passagère devant tout le monde, dit-il. Je ne veux pas d'histoire sur ce vol. Réglez ça discrètement. » Mais au lieu de la réprimander, il la renvoie dans la cabine, comme si l'incident n'était qu'une broutille. Cette inaction, ce refus de reconnaître la gravité de l'injustice, est une insulte supplémentaire. Karen n'est pas seulement protégée par son uniforme, elle est protégée par un système qui ferme les yeux sur ses abus. Et cela, pour Nia, pour Marcus, pour Madame Clara, est intolérable. De retour dans la cabine, Karen tente de reprendre ses tâches, mais son assurance s'effrite. Chaque regard qu'elle croise, celui de Nia, celui de Marcus, même celui de Lila, est un rappel de son erreur. Elle sent que le contrôle lui échappe, que la cabine, autrefois son domaine, est devenue un tribunal silencieux. Les passagers, bien que toujours réticents à parler, commencent à murmurer plus ouvertement. « Elle n'avait pas le droit de faire ça », dit une femme à son mari. « Pourquoi personne n'a rien dit ?» demande un autre passager, sa voix teintée de culpabilité. Ces murmures, bien que tardifs, sont un signe que la vérité commence à percer. Mais pour Nia, ils arrivent trop tard. Où étaient ces voix quand Karen l'a giflé? Où était-il quand son sac a été jeté au sol? Leur silence, leur peur, leur indifférence ont permis à l'injustice de prospérer. Madame Clara, toujours assise près de Nia, lui glisse un autre mot d'encouragement. « Tenez bon, ma chère, » murmure-t-elle. « Ils pensent qu'ils peuvent nous briser,
mais nous sommes plus fortes qu'ils ne le croient. Nia hoche la tête, un léger sourire aux lèvres. Les mots de Madame Clara, empreints de sagesse et de résilience, lui rappellent qu'elle n'est pas seule. Mais ils ravivent aussi sa détermination. Elle ne veut pas seulement surmonter cette humiliation. Elle veut que cela change. Elle veut que Karen, Brad et tous ceux qui ont fermé les yeux comprennent ce qu'ils ont fait. Et avec Marcus à ses côtés, elle sait que ce moment viendra. Marcus, de son côté, continue de tisser son plan. Un nouveau message à son équipe. Préparez un rapport complet. Je veux les enregistrements vidéo de la cabine, les témoignages des passagers et une réunion avec le conseil d'administration à l'atterrissage. Il ne s'agit plus seulement de protéger Nia. Il s'agit de démanteler un système qui permette à des gens comme Karen de prospérer, à des gens comme Brad de rire, à des passagers de rester silencieux. Il lève les yeux, croisant brièvement le regard de Nia. Elle ne le voit pas, mais il sait qu'elle sent sa présence, et ce lien, cette force partagée, est ce qui les portera jusqu'à la fin. Alors que l'avion poursuit sa route, la cabine reste plongée dans un silence oppressant. Les passagers, mal à l'aise, commencent à réaliser l'ampleur de ce qu'ils ont vu. Ils ont vu une femme être giflée, insultée, rabaissée, sans raison. Ils ont vu un homme, calme mais puissant, défier l'injustice. Et ils savent, au fond d'eux, qu'ils ont échoué à agir. Ce malaise, cette culpabilité, est une punition silencieuse, mais elle n'est rien comparée à ce qui attend Karen. Car Marcus n'a pas fini. Et lorsque l'avion atterrira, le monde entier saura ce qui s'est passé dans cette cabine. L'injustice ne restera pas dans l'ombre, pas cette fois. L'avion amorce sa descente, mais dans la cabine de première classe, la tension atteint son paroxysme, comme un orage sur le point d'éclater. L'injustice infligée à Nia, la gifle, le sac jeté, les insultes cinglantes de Karen, les rires cruels de Brad et le silence complice des autres passagers pèsent sur chaque âme à bord, transformant ce vol en une arène où la vérité et la justice s'affrontent. Karen, l'hôtesse arrogante, sent le sol se dérober sous ses pieds, tandis que Marcus, le mari milliardaire de Nia, orchestre une réponse implacable depuis son siège, son calme apparent masquant une détermination féroce. Nia, toujours digne, porte en elle une colère silencieuse mais incandescente, alimentée par des décennies d'injustices similaires. Alors que les roues de l'avion s'apprêtent à toucher le tarmac, ce n'est pas seulement un vol qui s'achève. C'est le début d'une chute pour ceux qui ont cru pouvoir humilier sans conséquence. Cette cabine, autrefois un lieu de luxe, est devenue un tribunal, et le verdict approche à grands pas. Dans son siège près du hublot, Nia reste immobile, son foulard soigneusement ajusté, ses mains croisées sur ses genoux. Mais à l'intérieur, elle est un volcan. Chaque mot de Karen, chaque ricanement de Brad, chaque regard détourné des autres passagers tourne en boucle dans son esprit. Elle revoit l'annonce humiliante diffusée par l'intercom, cette phrase perfide. Certains pensent qu'ils peuvent jouer les grands. Elle sent encore la brûlure de la gifle, l'humiliation du sac jeté au sol, les murmures de Brad insinuant qu'elle n'avait pas sa place ici. Nia n'est pas seulement en colère pour elle-même. Elle est en colère pour Madame Clara, qui lui a raconté ses propres luttes contre le mépris. Elle est en colère pour toutes les femmes comme elle, forcées de prouver leur valeur dans des espaces qui leur appartiennent autant qu'à quiconque. Sa dignité, qu'elle a maintenue face à l'adversité, est une armure, mais sous cette armure, une rage bouillonne, prête à exiger des comptes. Elle ne veut pas de vengeance aveugle. Elle veut une justice qui résonne, qui change les choses, qui empêche que cela se reproduise. Marcus, dans la rangée 4C, est une statue de contrôle. Son téléphone, posé sur la tablette, vibre doucement avec les réponses de son équipe juridique et des cadres de la compagnie aérienne. Il a déjà obtenu l'enregistrement vidéo de la cabine, l'audio de l'annonce de Karen et les premiers témoignages de passagers. Ces messages sont brefs, précis, implacables. Préparez une réunion d'urgence avec le conseil d'administration à l'atterrissage. Envoyez le dossier complet au directeur des opérations. Marcus n'est pas homme à crier ou à menacer en public. Sa puissance réside dans sa capacité à faire plier les systèmes, à exposer leurs failles, à les forcer à se corriger. Il a vu sa femme être giflée, rabaissée, traitée comme une intruse dans un espace qu'elle avait payé pour occuper. Et il a vu la cabine entière, à l'exception de Madame Clara et de la timide Lila, rester silencieuse, complice par son inaction.
Cette complicité, ce silence, est une trahison presque aussi grave que les actes de Karen. Mais Marcus sait que la justice ne se gagne pas dans la colère brute. Elle se gagne dans les faits, les preuves, les conséquences, et il est prêt à les livrer. Karen, dans la cuisine, est une ombre d'elle-même. Ses mains tremblent alors qu'elle range des plateaux inutiles, son tablier froissé, son sourire forcé disparu. Elle sait qu'elle a franchi une ligne, mais elle s'accroche à l'espoir que son uniforme, son ancienneté, la protégeront. Elle repense à l'annonce qu'elle a faite, à ce moment où elle pensait avoir repris le contrôle. Mais le regard de Marcus, froid, perçant, la hante. Elle sent qu'il n'est pas un passager ordinaire. Et maintenant, après sa confrontation avec lui, après l'appel du capitaine, elle commence à comprendre que ses actions auront des conséquences. Elle tente de se ressaisir, ajustant son badge, lissant ses cheveux, mais chaque geste est vain. La cabine, autrefois son royaume, est devenue une prison. Chaque passager qui la regarde, chaque murmure qu'elle entend, est un rappel de son erreur. Et pourtant, au lieu de reconnaître sa faute, elle s'enfonce dans le déni, se convainquant qu'elle n'a fait que son travail, que Nia était une anomalie, une erreur à corriger. Cette arrogance, ce refus d'assumer, ne fait qu'attiser l'indignation. Lila, la jeune hôtesse, est déchirée par la culpabilité. Elle revoit le moment où elle a tenté d'offrir un verre d'eau à Nia, où elle a voulu s'excuser, seulement pour être réduite au silence par Karen. Elle sait qu'elle a échoué à agir, et ce poids la ronge. Mais quelque chose a changé en elle. Les mots de Madame Clara, la dignité de Nia, l'autorité calme de Marcus, tout cela l'a secouée. Elle ne veut plus être la fille qui baisse les yeux. Alors, discrètement, elle prend une décision. Elle griffonne une note sur un morceau de papier, un témoignage de ce qu'elle a vu. La gifle, le sac jeté, l'annonce humiliante. Elle plie la note et la glisse dans sa poche, déterminée à la remettre à quelqu'un. Peut-être le capitaine, peut-être un supérieur à l'atterrissage. Ce geste, si petit soit-il, est une rébellion contre l'injustice, une lueur d'espoir dans une cabine étouffée par la lâcheté. Mais l'indignation atteint un nouveau sommet lorsque Karen, désespérée de reprendre le contrôle, décide de faire un dernier geste pour sauver la face. Elle s'approche du siège de Nia, un plateau à la main, et pose un verre d'eau sur sa tablette avec une politesse exagérée. « Madame, dit-elle, sa voix dégoulinante de fausse sollicitude. « Je tiens à m'excuser pour tout malentendu. Je ne voulais pas vous offenser. » Le mot « malentendu » est une insulte en soi, une tentative de minimiser la gifle, l'humiliation, l'annonce cruelle. Nia lève les yeux, son regard perçant rencontrant celui de Karen. « Un malentendu ?» répète-t-elle, sa voix calme mais tranchante comme une lame. « Vous m'avez giflé. Vous avez jeté mon sac. Vous avez fait une annonce pour me ridiculiser devant tout le monde. Ce n'était pas un malentendu. C'était votre choix. » La cabine se tait, chaque passager suspendu à cet échange. Madame Clara, assise à quelques rangées, hoche la tête, un sourire discret aux lèvres. Brad, qui observait, baisse les yeux, son arrogance évanouie. Karen, acculée, balbutie. « Je ne voulais pas. » Mais Nia l'interrompt. « Vous ne vous excusez pas parce que vous êtes désolé, dit-elle, sa voix toujours posée mais vibrante de colère. Vous vous excusez parce que vous savez que vous êtes en tort. » Cet échange, si public, si brut, est un coup de tonnerre. Les passagers, qui avaient murmuré leur malaise, sont maintenant confrontés à la vérité nue. Karen n'a pas seulement fait une erreur, elle a agi avec mépris, avec préjugés, et elle a cru pouvoir s'en tirer. Madame Clara, enhardie, ajoute d'une voix claire. « Vous devriez avoir honte, cette femme n'a rien fait pour mériter ça. » Sa voix, tremblante mais puissante, résonne dans la cabine, brisant le mur du silence. Un autre passager, une femme d'âge moyen nommée Sophie, se joint à elle, sa voix hésitante mais ferme. « Elle a raison, ce que vous avez fait était inacceptable. » Ces voix, longtemps silencieuses, commencent à s'élever, et chaque mot est un clou dans le cercueil de l'arrogance de Karen. Mais ce n'est pas assez. Pas encore. L'indignation bouillonne, alimentée par des années de frustration similaires, par toutes les fois où des injustices comme celle-ci ont été balayées sous le tapis. Marcus, observant la scène, décide qu'il est temps d'agir. Il se lève de son siège, son blazer impeccable, sa posture imposante.
Il s'adresse à Karen, sa voix basse mais d'une autorité écrasante. Vous avez eu votre chance de faire ce qui est juste, dit-il. Vous avez choisi de continuer, de l'humilier encore. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Ce que vous avez fait aujourd'hui ne restera pas sans conséquence. Pas parce que je suis en colère, parce que vous avez montré au monde entier qui vous êtes. Il marque une pause, laissant ces mots s'imprégner. Et ce monde, ajoute-t-il, n'oubliera pas. La cabine est figée, chaque passager captivé par la puissance de sa présence. Karen, tremblante, tente de répondre, mais aucun mot ne sort. Elle est nue, exposée, son autorité réduite à néant par la vérité implacable de Marcus. Alors que l'avion touche le tarmac avec un léger soubresaut, l'atmosphère dans la cabine est électrique. L'intercom grésille et la voix du capitaine, froide et professionnelle, annonce « Mesdames et messieurs, bienvenue à destination. Veuillez rester assis jusqu'à ce que le signal des ceintures soit éteint. » Mais personne ne bouge. Tous les yeux sont tournés vers l'avant, où la porte de la cabine s'apprête à s'ouvrir. Karen, dans la cuisine, sent son cœur s'emballer. Elle sait que ce qui l'attend à l'extérieur n'est pas une simple réprimande. Elle ajuste son tablier, lisse ses cheveux, mais ses gestes sont inutiles. Elle n'est plus la superviseuse autoritaire. Elle est une accusée, et le jugement approche. Lorsque la porte s'ouvre, un officier de sécurité en uniforme entre, suivi de 2 cadres de la compagnie aérienne, leur visage grave. L'officier, grand et impassible, demande d'une voix claire. « Karen Morrow est-elle à bord ?» Karen, les jambes flageolantes, sort de derrière le rideau, son sourire forcé ne masquant pas sa terreur. « C'est moi, dit-elle, sa voix à peine audible. « Veuillez prendre vos affaires et descendre immédiatement, » ordonne l'officier. Des murmures s'élèvent dans la cabine, certains choqués, d'autres satisfaits. Karen, le visage blême, attrape son sac et avance vers la porte, ses pas lourds, comme si chaque mètre était une condamnation. En passant devant Nia et Marcus, elle ose un mégatonne, espérant peut-être un signe de clémence. Mais Nia reste immobile, son regard fixé droit devant, et Marcus ne lui accorde pas un coup d'œil. Ils n'ont pas besoin de parler. Leur silence est plus puissant que n'importe quelle accusation. À l'extérieur, dans le couloir de la passerelle, les 2 cadres attendent, leur badge indiquant leur titre. Directeur des opérations in-flight et responsable des relations publiques. « Mademoiselle Moreau, » commence le directeur, un homme aux cheveux argentés nommé Étienne Dubois, « veuillez nous suivre. » Karen, la gorge serrée, obéit, son sac serré contre elle comme un bouclier. Dans la salle de réunion vitrée à l'écart du terminal, elle s'assied seule à une longue table, les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus d'elle. Étienne pose un dossier devant elle, son expression dure. « Nous avons l'enregistrement vidéo, l'audio de votre annonce et les témoignages de 9 passagers, du capitaine, et de votre collègue Lila, » dit-il. « Vous avez giflé une passagère, jeté ses affaires et fait une annonce visant à l'humilier. Et vous saviez qu'elle avait un billet valide. » Karen ouvre la bouche pour se défendre, mais la responsable des relations publiques, une femme nommée Claire Lefebvre, l'interrompt. « Ce n'est pas tout, » ajoute-t-elle. « Nous avons découvert des plaintes antérieures contre vous, pour des comportements similaires envers des passagers minoritaires. Ces plaintes ont été ignorées, mais pas aujourd'hui. » Cette révélation, que Karen n'était pas à son premier méfait, que la compagnie avait fermé les yeux sur ses abus, est un coup de massue. L'indignation explose, non seulement pour Nia, mais pour tous ceux qui ont souffert en silence avant elle. Karen, les larmes aux yeux, tente de parler. « Je ne voulais pas... » Mais Étienne lève la main. « Vous êtes suspendu sans salaire, effective immédiatement, dit-il. Une audience disciplinaire aura lieu dans les 10 jours. D'ici là, vous n'avez plus accès au système de la compagnie ni aux zones réservées. Toute violation entraînera un licenciement immédiat. » Karen hoche la tête, son monde s'effondrant. 13 ans de carrière, d'autorité, de contrôle, réduits à néant par une seule matinée d'arrogance. Dans la cabine, Nia se lève enfin, son sac à la main, sa posture droite mais lourde. Elle sent les regards des autres passagers, certains empreints de respect, d'autres de honte. Sophie, la femme qui avait parlé plus tôt, s'approche timidement. « Je suis désolée, » murmure-t-elle. « J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. »
Nia hoche la tête, son expression neutre. « Merci, dit-elle simplement. Madame Clara, en passant, lui serre doucement la main. « Vous avez tenu bon, dit-elle. Et ça compte. » Ces gestes, bien que tardifs, sont un début, mais ils ne peuvent effacer la douleur. Nia avance dans l'allée, Marcus à ses côtés, leurs pas synchronisés, leur présence imposante. Ils ne parlent pas, mais leur unité est une déclaration en soi. Ils ne se laisseront pas briser. Alors qu'ils descendent de l'avion, un cadre de la compagnie les attend dans le salon privé du terminal. « Monsieur Carter, Madame Carter, dit-il, son ton respectueux. Le conseil d'administration a été informé. Nous souhaitons organiser une réunion avec vous pour discuter des mesures à prendre. » Marcus hoche la tête. « Envoyez-moi le dossier complet, répond-il. Et assurez-vous que l'enregistrement ne disparaît pas. » Le cadre acquiesce, visiblement nerveux. Dans le salon, Nia et Marcus s'assoient, un assistant leur apportant du thé. Nia prend une gorgée, son regard perdu dans le vide. « Tu vas jusqu'au bout, n'est-ce pas ?» demande-t-elle doucement. Marcus la regarde, un léger sourire aux lèvres. « Je ne fais jamais les choses à moitié, répond-il. Pas quand il s'agit de toi. » Quelques heures plus tard, la nouvelle commence à se répandre. Les murmures des passagers se transforment en discussions animées dans les forums de voyage, puis en publications anonymes sur les réseaux sociaux. Une histoire intitulée « La femme en 2A » circule, sans nommer Nia ni la compagnie. Mais les détails sont là. Une femme noire humiliée, un mari puissant qui observe, une hôtesse arrogante démasquée. Le post devient viral, partagé des milliers de fois, accompagné de commentaires indignés. Comment peut-on laisser ça arriver? Parce que il faut que ça change. Mais ce n'est que le début. Marcus, fidèle à sa parole, soumet une proposition au conseil d'administration. Une réforme complète des politiques de la compagnie, incluant une formation obligatoire sur les préjugés, un système de signalement anonyme et des audits réguliers des interactions en cabine. Il la nomme la clause Nia Carter, un hommage à la force de sa femme, à sa dignité face à l'adversité. Une semaine plus tard, la compagnie publie une déclaration vidéo, enregistrée par la directrice des opérations, Élise Moreau. Debout dans le hall du siège social, elle parle sans détour. « Le vol 827 a révélé une faille dans notre système, dit-elle. Une passagère, Nia Carter, a été victime de préjugés raciaux et d'humiliation publique par une membre de notre équipage. Cela ne sera plus toléré. » Elle détaille la clause Nia Carter, désormais une réglementation officielle. Vérification numérique des billets avant toute action, formation biannuelle sur les préjugés et un système de signalement direct pour les passagers. À Nia Carter, conclut-elle, « Nous vous remercions pour votre grâce et votre force. Vous nous avez rendus meilleurs. » La vidéo, vue des millions de fois, devient un catalyseur, inspirant d'autres passagers à partager leurs histoires, brisant le silence autour des injustices similaires. De retour chez eux, dans leur maison entourée d'arbres majestueux, Nia et Marcus s'assoient dans leur cuisine, la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres. Nia lit un message sur son téléphone, une lettre manuscrite numérisée de Karen. « Je ne m'attends pas à votre pardon, écrit-elle, mais je veux que vous sachiez que j'ai démissionné. Pas parce qu'on m'y a forcé, mais parce que j'ai vu ce que j'étais devenu. Merci de ne pas avoir baissé la tête, cela m'a forcé à bouger. » Nia plie la lettre, la rangeant dans un tiroir. « Elle a compris, murmure-t-elle. Marcus hoche la tête. Et elle ne sera pas la seule. » Alors que le soleil se couche, Nia regarde par la fenêtre, un calme fragile dans la poitrine. Ce n'était pas seulement son histoire, c'était celle de Madame Clara, de Lila, de tous ceux qui avaient été jugés avant même d'ouvrir la bouche. Et maintenant, grâce à sa force, grâce à Marcus, grâce aux voix qui s'étaient enfin élevées, cette histoire changeait le monde. Ce n'était pas une victoire bruyante, mais une victoire durable, une justice qui ne se criait pas, mais qui se vivait. Et pour la première fois depuis ce vol, Nia sourit, un sourire qui dit « Nous sommes là, et nous ne partirons pas. » L'histoire de Nia, marquée par une injustice flagrante dans la cabine de première classe, est une claque au visage de notre conscience collective.
La gifle de Karen, le mépris de Brad, le silence des autres passagers, tout cela révèle une vérité brutale. Les préjugés et l'indifférence prospèrent là où le courage manque. Cette scène, d'une intensité dramatique, m'a profondément secoué. Elle montre comment une seule personne, par son arrogance, peut transformer un espace de confort en un théâtre d'humiliation. Mais surtout, elle met en lumière la force de Nia, qui, face à l'adversité, reste digne, et celle de Marcus, qui agit avec une détermination froide pour rétablir la justice. Leur résilience face à l'injustice est une leçon d'honneur et de persévérance. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le silence des autres. Ces passagers, témoins d'une injustice évidente, ont choisi de détourner le regard. Ce silence, si familier dans notre société, est une forme de complicité. Il nous rappelle que l'injustice ne triomphe pas seulement par les actes des méchants, mais aussi par l'inaction des bons. Madame Clara, avec sa voix tremblante mais ferme, et Lila, avec son témoignage discret, montrent qu'il suffit d'un geste, même petit, pour briser ce mur de silence. Leur courage, bien que tardif, est un rappel que chacun de nous a le pouvoir de changer le cours des choses. Dans la culture française, où l'égalité et la justice sont des valeurs chères, cette histoire résonne particulièrement. Elle nous pousse à réfléchir. Comment réagissons-nous face aux injustices quotidiennes? Sommes-nous des spectateurs passifs ou des acteurs du changement? Pour ma part, j'ai appris qu'il faut parler, même quand la voix tremble. Appliquer cette leçon dans la vie quotidienne, c'est oser confronter les micro-agressions, soutenir ceux qui sont injustement ciblés, et refuser de laisser le silence devenir notre réponse par défaut. C'est aussi reconnaître que la justice n'est pas automatique. Elle exige des efforts, des preuves, et parfois une lutte acharnée, comme celle de Marcus. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a révolté ou inspiré, alors agissez. Aimez cette vidéo pour montrer que vous soutenez la justice. Partagez-la pour que le message de Nia atteigne le monde entier. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits qui éveillent les consciences. Et dans les commentaires, laissez le mot « justice » pour rejoindre ceux qui refusent le silence face à l'injustice. Ensemble, faisons entendre nos voix.